J'espère que vous êtes toutes et tous de retour pour assister à la deuxième partie de notre journée d'études. Donc, je remercie encore chaleureusement les intervenants que nous avons accueillis dans la première partie. Donc, justement, après cette première partie qui était plutôt centrée autour des enjeux scénographiques et de mise en scène de l'exposition de marque, à présent, on va plutôt s'intéresser à la question des publics et à l'impact qu'ont ces expositions de marque auprès des publics afin un petit peu de comprendre les propos de l'exposition de marque, quelle réception les publics en ont. Donc, en effet, en plus de tout ce travail autour de la scénographie, il y a aussi tout un travail qui est fait autour du discours dans l'exposition de marque, tout un travail qui est réalisé autour de la mise en récit. Et ce travail, il est souvent mené à bien par les départements des publics. Donc, ce récit ou cette narration que porte l'exposition de marque, eh bien, finalement, elle raconte quelque chose de la marque, elle raconte quelque chose de son histoire. Et dès lors, on peut se poser plusieurs questions. Tout d'abord, qui est ce public qui vient voir des expositions de marque? Mais aussi, est-ce que le public perçoit la narration de l'exposition plutôt comme le discours de l'institution ou plutôt comme le discours de la marque? Donc, pour répondre à ces différentes questions, on a le plaisir d'accueillir trois personnes, trois intervenants autour de ce deuxième thème. Donc, on a le plaisir d'accueillir trois personnes, trois intervenants pour ce deuxième thème. Donc, on aura le plaisir d'écouter Olivier Gabé, suivi de Anne-Cécile Nicolet et enfin Sébastien Morin. Donc, pour notre première intervention, on a le plaisir d'accueillir et d'écouter Olivier Gabé. Donc, Olivier Gabé, vous êtes le directeur du Musée des Arts Décoratifs de Paris, du MAD, donc depuis 2013. Vous êtes aussi historien de l'art et conservateur spécialiste du mobilier du 19e siècle. Et aujourd'hui, vous allez nous parler des différentes expositions de marque présentées au MAD, mais je n'en dis pas plus et je vous laisse tout de suite la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de mettre sous vos yeux l'écran. D'abord, je voulais vous remercier toutes et tous, les étudiants et étudiantes du Master Médiation, Patrimoine et l'Exposition de Sorbonne Nouvelle, parce que je trouve que c'est une initiative tout à fait passionnante que vous avez prise. Souvent, ce dont on parle depuis le début de l'après-midi est souvent, hélas, cantonné au domaine médiatique et pas toujours au domaine universitaire et un peu plus sérieux. Et je pense que c'est une approche dont on ne peut vous être que complètement reconnaissant. Quand vous avez sollicité cette intervention pour le musée, elle m'a amené à me poser un certain nombre de questions, puisque, en tout cas, depuis 2013, j'ai assisté à la mise en œuvre au sein du musée, en termes de programmation, à un certain nombre d'expositions liées à des maisons, donc à des marques. Il y a tout un jeu sémantique de savoir où on se place. Dans le domaine du luxe, de plus en plus, le mot marque est banni au profit du mot maison, qui est sans doute un vocable plus neutre et aussi un peu plus anoblissant sans doute. Et du coup, cela m'a amené à réfléchir dans le cadre de cet après-midi de réflexion et de séminaire, à se poser la question de pourquoi ces expositions sont si particulières, pourquoi ces expositions aussi aujourd'hui, dans le domaine médiatique, attirent autant de débats, de réflexions, quand bien même on sent tout de même que dans d'autres formats d'exposition, peut-être plus classiques, ces débats ne sont pas toujours aussi puissants. Et on voit bien, la presse rend souvent compte des expositions, mais assez peu, finalement, de débats que ces expositions peuvent faire naître. Et paradoxalement, ces expositions liées au monde de la mode et du luxe, en tout cas au musée des arts décoratifs, ont depuis quelques années remué beaucoup de débats qui ont finalement quelquefois fait oublier que par ce flot de communication, on fait oublier un peu aussi la portée scientifique et de médiation et d'éducation que représentent aussi ces expositions. Alors, je ne vais pas parler en général et pas parler avec des concepts abstraits. Je vais juste me situer au- euh, comme quelqu'un qui peut faire partager une expérience ou un point de vue. Et je ne prétends pas du tout que ce point de vue et cette expérience soient
des éléments définitifs, c'est plutôt des éléments pour contribuer à la réflexion. D'abord, ces expositions, en tout cas pour ce qui se passe de mon pas de porte, elles se passent dans un musée qui a connu une très très longue gestation finalement, puisque même si l'idée en a émergé dans les années 1850-60, il ne s'est réalisé dans un espace qu'en 1905, où il se trouve aujourd'hui, rue de Rivoli, dans une aile du Palais du Louvre. Il a d'abord été avant tout une bibliothèque, un lieu de ressources pour les acteurs des arts industriels, comme on les appelait à l'époque. Il a été aussi très tôt un lieu d'organisation d'expositions temporaires où montrer justement un certain nombre d'œuvres qui à la fois permettaient de faire un point sur la connaissance historiographique et sur ce qu'on appelle en anglais le connoisseurship, sur notre connaissance d'un certain nombre d'éléments dans le domaine des arts décoratifs, et en même temps en promouvant l'idée que ces œuvres, souvent du passé, pouvaient servir à l'inspiration et au renouvellement de l'inspiration aussi des créateurs, et notamment pour les œuvres qui touchaient aux domaines extra-occidentaux. Et je tiens à le dire, parce qu'on a souvent une vision faussée même de l'idée d'exposition qui arriverait comme un objet muséal récent. Dès les années 1860, l'Union centrale des arts appliqués des beaux-arts appliqués à l'industrie, l'ancêtre de ce qui sera ensuite l'Union centrale des arts décoratifs, puis les arts décoratifs, puis le MAD aujourd'hui, mais ça, ce sont des entités juridiques d'une certaine manière, organise très tôt des expositions temporaires. En 1865, le musée rétrospectif, qui est une sorte de grand recensement des arts décoratifs du passé. En 1969, le musée oriental, qui est une mise en valeur des arts extra-occidentaux et avec une force assez extraordinaire, et aussi un début de méthode historiographique et scientifique assez impressionnante si on se permet quand même de se remettre dans la perspective qui est celle de ces années 1860. Mais très tôt aussi, l'Union centrale, parce elle a été fondée à la fois par un mélange d'artistes, on ne les appelle pas encore des designers, on les appelle beaucoup ornemanistes, en tout cas, ces dessinateurs industriels qui vont nourrir une partie des arts décoratifs français et européens de la seconde moitié du XIXe siècle, des amateurs d'art, des collectionneurs, des industriels, des manufacturiers. Très tôt dans la politique d'exposition, on voit émerger l'idée d'exposition temporaire consacrée à des grandes techniques ou à des grands domaines qui permettent à la fois de faire le lien entre des témoignages artistiques du passé, mais aussi une certaine énergie contemporaine de la création. Et je suis toujours j'aime toujours beaucoup cet exemple, mais Charles Christophe, qui est un de ceux qui réfléchit très tôt à cette idée d'avoir un lieu pour défendre les arts industriels français, et donc un lieu de monstration, qui est un des fondateurs de l'institution, dont un des descendants deviendra président du conseil d'administration au début du XXe siècle, va organiser avec ce qui n'est pas encore tout à fait le musée des arts décoratifs, au sens où il n'est pas encore incarné dans un espace, mais déjà incarné par des collections, d'organiser des séries d'expositions. Et l'on voit que pendant quelques décennies, il y a un embrassement entre la participation de la Maison Christophe, par exemple, aux expositions universelles, avec beaucoup de succès, et de l'autre côté, des expositions Christophe sous l'égide du futur musée des arts décoratifs, où sont quelquefois montrées en avant-première des nouvelles techniques, des nouvelles créations, aussi des nouveaux répertoires formels. Et ça, je pense que c'est très important à avoir en tête parce que le musée a souvent été, ces dernières années, critiqué pour sa politique d'ouverture à l'égard des maisons de luxe et de mode, par des commentateurs qui, quelquefois, oubliaient justement la singularité de ce musée dans le concert des musées français. Parce que l'avènement ces dernières années des musées en établissement public, souvent rivaux, notamment pour récupérer des financements, a fait quand même un peu oublier à nos concitoyens et quelquefois même au public ou aux commentateurs que dans l'idée quand même de la puissance publique, chaque musée
avait aussi une mission particulière et que ces missions n'étaient pas censées se superposer les unes les autres. Et donc, on peut le dire d'une certaine manière, la mission du Musée des Arts Décoratifs, prolégomène de sa fondation, dans l'esprit de ses fondateurs, mais ensuite aussi dans une partie de son développement, était un musée ou une institution qui était totalement articulée à la vie économique et industrielle, autant qu'à la vie artistique, et que donc, d'une certaine manière, son rôle, à lui, très différent de celui du Louvre, par exemple, était de rendre compte de l'évolution et des progrès des arts industriels, de rendre compte aussi des grands sujets techniques, technologiques qui étaient ceux de son temps, et aussi d'accompagner aussi l'avènement de nouveaux mouvements, et c'est le cas notamment, en tout cas, de nouveaux phénomènes artistiques, et c'est le cas aussi bien à la fin du XIXe siècle, tout début du XXe siècle, que dans les années 20, que dans les années 30, même un peu plus tard. Donc ça, c'est un point important, parce que finalement, la présentation de Romain Lambert était absolument fascinante sur la question de ces musées d'entreprise, ces musées de marque. Le musée d'art décoratif n'est pas un musée de marque, mais le musée des arts décoratifs, pour faire vite, est un musée ouvert aux marques, parce que finalement, justifié dans son existence pendant de très longues décennies par ce rapport consubstantiel à l'environnement artistique, industriel et créatif. Donc ça, c'est un point qui me semble très important pour les Gomènes, parce que ça, c'est quelque chose qui crée aussi une particularité. Alors cet aspect-là a été un peu gommé au fil des ans, notamment, je dirais, finalement, dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, dans la mesure où le musée a rempli quelquefois d'autres rôles, notamment un rôle assez fort dans le domaine de l'expression contemporaine tous azimuts, puisqu'il n'y avait pas forcément, enfin, il y avait déjà un musée national d'art moderne, mais dont on considérait à l'époque, avec des personnalités comme Bernard de Rival, qu'il était assez conservateur dans ses points de vue. C'est pour ça que Jean Dubuffet, par exemple, fait sa première rétrospective au musée des arts décoratifs, parce que c'est encore un lieu qui est considéré comme un lieu un peu marginal, donc relativement libre dans sa programmation, dans ce qu'il peut faire. Mais finalement, on a vu aussi à partir des années 80, avec l'ouverture de ce qu'on a appelé d'abord le musée des arts de la mode en 1986 au sein de l'Union centrale des arts décoratifs, qui est devenu aujourd'hui un département du musée des arts décoratifs, département de la mode, un nouveau tropisme, notamment dans la politique de programmation autour de ces expositions de mode. Et en 86, l'ouverture de cette nouvelle acception au sein de l'Union centrale est considérée comme un acte éminemment politique. On dit toujours, Pierre Berger disait toujours que les trois premières expositions de mode au pavillon de Marsan avaient été décidées presque dans le bureau de François Mitterrand. La maison Dior, il y avait l'anniversaire de Dior, Pierre Berger défendait l'idée d'une exposition Yves Saint Laurent, François Mitterrand a tranché en disant première exposition, une exposition générale, ce fut l'exposition Moment de mode sous la houlette d'Edmond de Charleroux. Donc, je vous rappelle que l'époux récemment disparu était quand même Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur de François Mitterrand. Deuxième exposition, le créateur vivant, Yves Saint Laurent. Troisième exposition, et ça tombait bien parce qu'on était en 87 et c'était une date d'anniversaire, Christian Dior, le grand créateur français, mais mort, d'une certaine manière. Et en fait, depuis ce mi-temps des années 80, la montée en puissance de ces expositions liées, en tout cas au musée, dans notre musée, liées aux marques de mode et de luxe, c'est aussi très clairement expliqué, enfin moi je l'explique comme ça aussi, par le développement parallèle de ce monde des industries du luxe, au même moment, avec, pour vous qui êtes tout jeune, ça paraît peut-être campé dans le paysage, mais l'avènement de ces grands groupes de luxe, notamment français, est totalement concomitant de cet intérêt aussi pour ces marques, pour ces expositions liées à l'histoire de maisons ou de créateurs. Et puis l'autre point qui est spécifique, je pense, au musée des arts décoratifs, c'est qu'au tout début des années 1950, je reviens un tout petit peu en arrière, il y a l'idée, et une des instigatrices de ce projet est décédée tout récemment, Yvonne Brunamer, qui était une très grande dame des musées français et une très grande dame pour l'histoire du musée des arts décoratifs,
la création d'un département d'action éducative où d'ailleurs est développé tout un volet extrêmement fort et approfondi sur la nécessité d'une pratique artistique comme un adjuvant à la connaissance et à l'expérience de visite, notamment pour le jeune public. Et je dis ça parce que finalement, quand vous parlez de la réception vis-à-vis des publics et ces questions de médiation, très souvent, si certaines de ces expositions, je pense que ça s'est beaucoup calmé ces dernières années, certaines de ces expositions ont pu faire l'objet quelquefois de polémiques extrêmement violentes dans les médias, je remarque deux choses. D'une part, que ces mêmes expositions ont souvent été extrêmement couronnées de succès public, avec beaucoup de visiteurs. Si je regarde le palmarès des expositions du Musée d'Art Décoratif ces 30 dernières années, les plus grandes fréquentations sont liées à ce type d'exposition. Alors vous me direz, il y a aussi un contexte médiatique qui les favorise très souvent, un contexte de communication, mais c'est un fait, on ne force pas les gens à aller au musée. Quoi que les gens en pensent, c'est que quand même il y a une force d'attraction, et on en revient dans un instant par rapport à ces sujets. Et deuxièmement, ce que je remarque, c'est que dans le travail absolument remarquable qui est mené par le service des publics du musée d'art décoratif, quand on fait toute la politique d'action éducative à l'occasion d'une exposition comme Christian Dior, couturier du rêve, finalement, Christian Dior, en tout cas dans la politique de médiation, ça passe un petit peu à l'arrière-plan. Christian Dior, c'est bon pour la communication. D'une certaine manière, Christian Dior, pour un enfant de 7 ans ou de 6 ans qui vient au musée, c'est quelque chose de très abstrait. Par contre, faire une robe, qu'est-ce que ça veut dire la couture, qu'est-ce que ça veut dire un accessoire, ça dépasse très largement la question de la simple maison, de la simple marque, mais c'est vraiment aussi une attitude beaucoup plus globale. Et ça, je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment avoir en tête quand on décortique sujet par sujet. Alors, ce que je vous ai proposé quand on s'est parlé récemment, c'était de se dire peut-être de prendre quelques exemples d'expositions pour en faire des séries de cas pratiques. Parce que finalement, vous savez, ces expositions, j'en ai bien conscience, souvent développent une certaine forme de fantasme. Dans le fantasme de beaucoup de gens, la marque arrive avec l'argent et dit au musée, je veux récupérer vos espaces pour faire une exposition. Ça, c'est le fantasme. Ça serait presque facile si ça se passait comme ça, oserais-je dire. Parce que vous le savez, tous les établissements aujourd'hui, particulièrement un établissement comme les arts décoratifs, sont confrontés à des problématiques de financement. Le financement que nous recevons de l'État ne peut aller en aucun cas sur la politique de programmation des expositions. Donc, on doit trouver de l'argent pour refaire les projets d'exposition. Donc, il est évidemment toujours très tentant de se tourner vers des sujets qui peuvent être financés et qui en plus vont être couronnés de succès. Donc, même si on est nul en mathématiques, on voit tout de suite que l'équation est assez positive de se dire exposition payée avant d'être réalisée, puis ensuite couronnée de succès, ce qui veut dire donc pour un musée, de la billetterie, etc. La réalité est toujours un peu plus compliquée. Dans le cas de Louis Vuitton Marc Jacobs, qui est une exposition qui a lieu en 2012, c'est un peu avant mon arrivée, mais de ce que j'en vois, elle avait laissé une forme de traumatisme. C'est la volonté, c'est une demande de la maison Louis Vuitton de faire une exposition. C'est une maison qui est assez soucieuse de faire parler de son patrimoine et de son activité culturelle, comme tout le monde le sait. Et dans le cas de cette exposition, ce qui était assez malencontreux, c'était que finalement, les deux sujets de l'exposition qui auraient pu être assez intéressants de mettre en tension avaient été choisis par la commissaire de l'époque comme deux sujets différents dans une même exposition. Donc, vous l'avez vu dans la première slide, de très belles collections autour de l'art du voyage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le musée des arts décoratifs conserve une très très belle collection de pièces de la maison Louis Vuitton, puisqu'en 1986-87, les héritiers Vuitton, au moment où un jeune inconnu ou quasiment inconnu qui s'appelle Bernard Arnault rachète la maison Vuitton, prend peur par rapport à la préservation de son patrimoine, ce qui arrive quelquefois lors de cessions de maisons auprès des descendants des fondateurs, tout d'un coup d'avoir l'impression que l'identité de la maison va être mise à mal. C'est assez ironique quand on sait l'histoire qui suit. Une partie de la famille Vuitton va s'en inquiéter et va donner au musée des arts décoratifs une collection très importante liée aux objets de voyage. Alors, à la fois de la maison Vuitton même, historique, mais aussi
des pièces anciennes, très très belles, que la maison Vuitton nous envie encore aujourd'hui, et qui fera l'objet d'une exposition en 1987 qui s'appelle l'Invitation au voyage. Et donc là, vous avez un exemple de certaines de ces collections. Et à l'étage au-dessus, un hommage au travail de Marc Jacobs, qui est la partie de l'exposition qui va mettre le feu aux poudres à l'époque. Dans les équipes de médiation, ce qui est intéressant, c'est de voir que la médiation avait été beaucoup focalisée sur la partie plus Louis Vuitton, parce que justement, la notion de voyage, d'accessoires, de design était peut-être plus facile à partager. La partie Marc Jacobs avait été extrêmement critiquée, dans la mesure où le vice-président du conseil d'administration de notre institution, qui s'appelait Pierre Berger, qui avait sans doute une petite dent contre Bernard Arnault, avait considéré, et on ne peut pas forcément lui donner totalement tort, avait considéré que ces vitrines étaient problématiques, celles que vous avez sous les yeux, puisqu'elles ne créaient aucune distance critique par rapport à la marque, qu'elles ne créaient pas de contenu scientifique en tant que tel, et que finalement, c'était de très très belles vitrines qu'on aurait pu voir dans n'importe quel magasin Vuitton, sans problème particulier, puisqu'ils le font très très bien et que c'est une partie de leur mission commerciale, mais que c'était choquant de le faire dans un lieu patrimonial et une institution comme le musée d'art décoratif. Je me permets de le dire parce que c'est le moment où je suis arrivé et où une partie de ma lettre de mission était de se dire, en tout cas, si on ne peut pas ne pas se permettre de faire fi d'une programmation où les maisons sont présentes, encore faut-il mieux les répartir. Alors, cette exposition arrivait, et je vous demande de passer à la slide suivante, Juliette, au même moment quasiment que l'exposition Van Cleef, dont a si bien parlé tout à l'heure Patrick Join. Et donc, c'est vrai que dans la programmation, tout d'un coup, d'avoir des monstres sacrés du monde du luxe quasiment au même moment, avait créé, notamment dans le monde médiatique, l'idée que tout d'un coup, le musée était à vendre. Alors, dans le cas de Van Cleef & Arpels, on peut aller sur la slide suivante, mais les participants ont déjà vu plusieurs éléments de cette scénographie, on restera juste là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, Van Cleef est une très grande maison de la place Vendôme, que le musée a des liens anciens avec cette institution et de façon assez évidente, et que Van Cleef n'avait jamais eu d'exposition monographique en tant que telle dans une institution patrimoniale à Paris, et que la décision a été prise par mon prédécesseur, mais je la comprends totalement, elle avait son sens. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de médiation, en termes de communication, l'exposition a été un grand succès. Elle a été plutôt bien accueillie par la presse, plutôt mieux que Louis Vuitton, Marc Jacobs. Et en termes de médiation, elle a été un moment important pour le musée, dans la mesure où notamment la partie action éducative, donc les publics en dessous de 18 ans, ont particulièrement développé justement des programmes d'initiation à ce qu'est l'art de la joaillerie, à essayer d'expliciter justement ces spécificités techniques et artistiques. Et depuis lors, cette spécificité qui était celle de la maison a été entretenue. Quasiment au même moment que cette exposition Van Cleef & Arpels, l'action éducative a lancé un projet important qui d'abord était sous l'égide du comité Colbert, qui s'intitulait « À la découverte des métiers d'art », pour justement qu'un jeune public, notamment de collégiens, au moment où ils ont des orientations scolaires et pré-professionnelles à faire, puissent justement connaître la dimension artistique et culturelle de ces métiers. Et donc, ce que je vois, moi, de façon intéressante, qui a souvent été complètement squeezé, évidemment, par les médias qui voyaient plutôt l'aspect très critiquable de faire deux expositions sur une marque au même moment, a été l'occasion du début d'un travail de fond très important, justement, sur comment on parle de ces métiers d'art, qui sont en fait une des richesses de ces maisons de luxe. Si on peut passer, chère Juliette, à la slide suivante, donc ça, c'est une autre vue de l'exposition, on peut, je pense, aller à la suivante. Quand on parle de marque, et ça m'a beaucoup passionné dans la présentation de Roma tout à l'heure, on a aujourd'hui sans doute une vision très déformée de l'omniprésence des marques de luxe dans l'environnement médiatique et industriel et économique. Aujourd'hui, un titre de presse est une marque aussi. Et en 2014, parmi les choses qui étaient lancées avant mon arrivée, mais qu'on avait maintenues dans la programmation, il y avait l'accueil d'une manifestation que la revue AD, Actual Jazz, donc la branche française du AD américain, organisait depuis quelques années à toutes les rentrées, en invitant des décorateurs à faire des intérieurs pour justement mettre en avant les métiers d'art et les métiers de l'architecture intérieure. Vous savez, comme vous le savez sans doute, le musée d'art décoratif a comme petite sœur l'école Camondo,
qui est une école absolument remarquable qui forme des architectes d'intérieur et des designers de premier ordre. Et donc, moi, je trouvais que c'était une bonne idée. Il faut savoir aussi que dans les années 10-20, le musée a pu recevoir dans cette même nef ce qu'on appelait à l'époque le salon de la Société des artistes décorateurs, que à la fin des années 20, au début des années 30, le musée a aussi été accompagné de l'Union des artistes modernes. Et donc, je trouvais intéressant, dans un cas de figure assez différent, en 2014, de montrer justement combien la médiation aussi, faire revenir un certain public aussi dans les musées qui sont attachés à certains sujets qui peuvent peut-être ignorer aussi l'histoire de l'institution et des moments très importants. Et dans le cas de cette manifestation, on avait imposé à chaque décorateur de choisir dans les réserves ou dans les collections une œuvre à mettre en avant dans son propre décor. Là, c'était un projet de salle de bain par Charles Zanin, et vous avez une très belle suspension des Thérèse de Sas qui était rentrée peu de temps auparavant dans les collections du musée, et qui était aussi une manière d'amplifier cette médiation à destination d'un plus jeune public sur ces métiers justement liés à l'objet, à l'espace, et c'était quelque chose qui me semblait aussi très important. C'est étonnant parce que cette exposition a été très bien accueillie. Je me souviens d'un très bon papier dans Télérama, alors que Télérama ne fait pas partie du groupe Condé Nast qui appartient à AD, donc qui montrait bien que ça avait été vraiment compris comme justement une manifestation très particulière, très singulière dans ce cadre-là. Ici, vous avez la pièce qui avait été imaginée par Noé Duchaufour-Lawrence avec une incroyable vitrine de Georges Deffer pour l'exposition de 1900, qui est dans nos réserves, qui est assez peu montrée et qu'il avait décidé de mettre en avant. Si on peut aller à la suivante. La suivante, si je ne m'abuse, c'est Dries Van Noten, là aussi en 2014. Alors, ce qui était intéressant dans Dries Van Noten, et je pense que c'est un moment aussi de bascule par rapport à la façon dont on travaille aussi avec un créateur ou une maison en tant que conservateur ou directeur de musée, et comment on lance une médiation. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la commissaire de l'exposition, Pamela Golbin, était celle qui avait aussi fait Louis Vuitton Marc Jacobs. Et on voit aussi quand même une évolution dans la façon dont ces expositions sont perçues, y compris en interne. Dries Van Noten, c'est un créateur de l'école d'Anvers. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout évidemment la surface médiatique de Louis Vuitton. C'est quelqu'un qui avait plus de 20 ans de pratique, et pour lequel on considérait qu'il était intéressant de faire, on l'avait fait avec le musée d'Anvers, de faire une sorte de point sur sa carrière et sur son travail, et en lui donnant une sorte de carte blanche. Et ce qui avait été très intéressant et très bien aussi perçu et par le public et par les médias, et vous me permettrez toujours d'associer les deux, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de voir que l'un peut ne pas correspondre à l'autre, ou que quelquefois les deux justement peuvent se trouver écho. La carte blanche de Dries Van Noten était intéressante parce que elle crée un dialogue très fort avec le musée, dans le sens où il souhaitait, à travers cette exposition, rendre hommage, non pas à son propre travail, qui était présent évidemment, mais à ce qui avait pu le nourrir, l'influencer. Il a beaucoup travaillé dans les réserves du musée à l'époque. Il a même créé une collection qui s'inspirait de certains textiles qui étaient qu'il avait pu voir dans nos collections. Et c'était aussi, là, vous avez une des vitrines intéressantes de l'exposition, de montrer aussi de la mode masculine autant que féminine, ce qui est assez rare. Alors, c'est intéressant sur la façon dont on travaille en termes à la fois de commissariat, mais aussi de médiation par rapport à une exposition de ce type. Quand je suis arrivé au musée, l'exposition était en cours de préparation. Cette vitrine, il y avait, je crois, 2 fois plus de tableaux. Et j'ai dit à Dries Van Noten, vous savez, Dries, c'est embêtant parce que ça fait beaucoup de choses dans une même vitrine. Et puis là, on parle avec quand même, derrière la manche du personnage, du mannequin que vous avez tout à fait à droite, il y a le portrait de Proust par Jacques-Émile Blanche. Excusez du peu. Et donc, j'avais dit, écoutez, vous voyez, vous avez quand même des pièces très importantes, des collections nationales. Je comprends l'idée du mood board, qui est quelque chose d'intrinsèque chez les créateurs de mode. En même temps, l'idée de ne pas faire de ces œuvres des affiches. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir les respecter pour faire en sorte que les visiteurs qui viennent considèrent qu'il y a ce dialogue, et ce dialogue est respectueux. Et je crois que c'est ce qui avait été très très fort. On avait notamment le Bronzino des collections Louis XIV qui était venu du Louvre pour l'exposition, je crois qu'il sort extrêmement rarement. Donc il y avait vraiment cette idée aussi et ça avait été très apprécié par le public, cette idée justement de rentrer dans l'esprit
de rentrer dans le cerveau du créateur. Et en termes de médiation, l'Action éducative avait fait des programmes assez fantastiques justement sur ces effets de translation d'une source d'inspiration à une autre et comment justement aussi aujourd'hui les créateurs de mode sont d'incroyables passeurs de l'art en général, de l'art contemporain, du design, du craft. C'est quelque chose qu'on oublie quelquefois, mais leur surface médiatique leur donne aujourd'hui souvent une place assez importante pour transmettre aussi et pour être eux-mêmes des médiateurs sur beaucoup de choses. Donc ça, c'était un élément important de l'exposition. On peut passer peut-être on va zapper les deux suivantes. Voilà. Une autre exposition de l'année suivante, euh, je tiens à évoquer parce que Fornasetti, c'est une marque aussi. Alors, l'exposition était centrée sur Piero Fornasetti, mais moi, on a travaillé avec les archives Fornasetti à Milan, qui sont aujourd'hui dirigées par Barnaba Fornasetti, le fils de Piero Fornasetti. Et donc là, tout le jeu, évidemment, tout le jeu, tout dans la discussion, était de rappeler à Barnaba Fornasetti qu'on parlait de son père, qu'on parlait d'un designer, qu'on parlait d'un artiste, qu'on ne parlait pas de ce que produit aujourd'hui la marque, la maison Fornasetti. Et l'ironie du sort fait que la dernière collection de Vuitton présentée au Louvre reprenait justement une partie de cette exposition Fornasetti. Donc le musée peut être lui aussi source d'inspiration dans sa programmation pour certains développements de maisons. Et là encore, l'exposition n'a pas eu un immense succès public, un très gros succès critique, mais un succès public plus mitigé. Et pour le coup, alors, de la part du service des publics et en termes de médiation, un succès total, c'est-à-dire vraiment une très grande demande, y compris dans des écoles d'art, de visites accompagnées, d'explications particulières, et pour le jeune public aussi, parce que tout d'un coup, le foisonnement créatif était quelque chose qui apparaissait comme... alors, les gens un peu coincés du design contemporain étaient peut-être un peu plus réservés, parce que c'est une vision extrêmement joyeuse aussi de l'objet, c'est aussi une vision souvent extrêmement cultivée et référencée, mais en même temps, il y avait eu là vraiment quelque chose d'assez fort en termes justement de rapport au public. Le public a été peu nombreux, mais avait beaucoup apprécié. Il y avait même une salle qu'on ne voit pas sur les photos, il y avait même une salle où en fait qu'on avait installée comme une pièce de musée, mais avec des œuvres récentes de la maison Fornasetti dans lesquelles les gens pouvaient s'asseoir, toucher, etc. Donc, entrer dans l'univers tel qu'il avait vu tout au long du parcours de l'exposition. Si on peut passer à la suivante. Une autre exposition qui me semble aussi importante par rapport à la problématique que vous posez, cette idée de construction d'un discours de médiation et comment se construisent ces expositions, du coup, c'est l'exposition Barbie de 2016. Alors là, de façon très intéressante, ce n'est pas une exposition pour laquelle nous avons été sollicités par une marque, par la maison Mattel. C'est vraiment une exposition que nous avons décidé de faire. La jeune commissaire de l'époque, Anne Monnier, qui est arrivée au musée, m'a dit, mais voilà, on a fait tous les jouets Playmobil, etc. On n'a jamais fait Barbie. Moi, j'avoue que bêtement, j'étais un peu réservé parce que je me posais beaucoup de questions sur certains aspects sociétaux de la poupée Barbie et de ce que ça pouvait créer peut-être comme débat. Et en fait, ce qui était Héloïne. Oui, excusez-moi, monsieur Gabé, il va falloir accélérer un petit peu parce qu'on a déjà dépassé de plusieurs minutes. Ok. Alors, je vais juste, comme c'est Juliette, c'est vous, Juliette, qui tenez la chose. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va juste dire un mot sur Barbie, ensuite on va aller sur Dior et après on finira sur Luxe, si vous le voulez bien. Et donc sur Barbie, ce qui était intéressant, c'est que c'était vraiment une demande de notre part de pouvoir parler de l'histoire d'un jouet très important qui, par ailleurs, était au carrefour de beaucoup d'éléments de l'histoire culturelle, que ce soit la mode, le design, l'histoire du jouet, la culture historique aussi, l'histoire des États-Unis notamment. Et l'exposition, là aussi, a rencontré un très grand succès public et a été l'objet aussi de beaucoup de médiations. Ce qui était intéressant, c'est que c'était une exposition qui parlait autant d'ailleurs aux enfants qu'aux adultes, puisque finalement, il y avait vraiment deux clés de lecture. Juliette, si vous voulez bien foncer sur la prochaine. Alors, peut-être qu'on pourrait aller à la suivante, voilà, comme ça. Une autre exposition qui a été importante pour le musée en termes justement de construction d'un discours en dialogue avec une maison importante, c'est l'exposition Christian Dior, couturier du rêve, en 2017, pour le 70e anniversaire du New Look et de la fondation de la maison.
Ce qui est important aussi de savoir dans la création de ce discours et de cette médiation, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas en face de nous des marques les bras ballants. Et je pense que ça ressortait aussi très fortement de l'intervention de Romain Lambert. Aujourd'hui, on voit apparaître des maisons avec des directions du patrimoine extrêmement riches, des personnels extrêmement compétents, une parfaite connaissance historique des collections, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous coproduisez, vous co-concevez une exposition. Et dans le cas de Christian Dior, Couturier du rêve, ce qui était très intéressant, ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que la médiation, notamment à l'égard du jeune public, ne s'est pas fait vraiment par rapport à Christian Dior lui-même, même si certaines formes iconiques comme le tailleur bas retenaient évidemment l'attention, mais c'est fait plutôt sur une certaine idée de ce qu'est la haute couture, la création d'un vêtement, la création d'un accessoire, beaucoup plus que, et aussi son inspiration et sa source. Et c'était aussi le fait qu'on voulait montrer que Christian Dior avait une histoire particulière comme galeriste d'art et comme du coup aussi quelqu'un d'extrêmement curieux et d'extrêmement éveillé du monde des musées. Donc ça, c'était un point important. Et en même temps, évidemment, l'exposition a pu être commentée sur le fait d'un coup d'éclat d'une maison. Après, c'est comme un peu la valorisation des œuvres d'art, certaines œuvres d'art dans une exposition. Je ne sais pas si Christian Dior avait besoin du musée d'art décoratif pour être connu dans le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le musée d'art décoratif est devenu connu dans le monde grâce à l'exposition Christian Dior et à l'exigence qui était la sienne dans à la fois son développement muséographique comme dans sa programmation de médiation. Et maintenant, Juliette, si on peut aller dernière partie. Donc là, vous passez très vite en faisant très envie aux personnes qui regardent. La dernière partie qui serait l'exposition qui a lieu en ce moment au musée, même s'il est fermé, si vous pouvez aller jusqu'à qui s'emploie à justement regarder ce qu'est le luxe. Et donc, il n'est pas une exposition de marque, on dépasse l'exposition de marque, puisque finalement, on essaye de revenir à un niveau un peu méta, où on essaye d'expliquer pourquoi il y a cette fascination. Une exposition qui a ouvert, hélas, que 15 jours en octobre dernier. J'espère qu'elle réouvrira dans les semaines qui viennent. Et ce qui était intéressant à la fois dans le retour des médias et le très peu de médiation qu'on a pu faire, parce qu'évidemment les ateliers de médiation, enfin les ateliers éducatifs ont été très restreints, c'est de montrer justement que le musée peut aussi offrir des clés pour comprendre ce monde des marques et quelquefois les critiquer ou en tout cas les remettre en perspective, puisqu'aujourd'hui beaucoup de ces marques, on l'a vu avec Romain, ont envie d'avoir leur propre musée pour parler d'elles-mêmes. Peut-être que le musée aussi a des choses à dire sur ces marques, sur ces maisons et sur leur place justement dans l'espace muséal. Pardon Héloïne pour avoir été aussi long, je n'ai pas vu le temps passer. Merci beaucoup pour votre intervention, Olivier Gabé, qui était très enrichissante. On aurait bien aimé vous écouter encore plus longtemps. Malheureusement, on est un petit peu contraint par le temps, donc je vais juste vous poser une petite question qu'on a pu recevoir. Héloïne, est-ce que tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît? Retrouve-t-on des produits des marques exposés dans la boutique à la fin du parcours d'exposition? Si oui, cela ne contribue-t-il pas à créer une confusion pour les publics entre exposition et promotion? Alors ça, c'est une chose. La boutique des arts décoratifs n'appartient pas directement au musée, c'est une concession. Mais la question ne se pose même pas. Il n'y a jamais, à part le catalogue et des produits dérivés type magnètes, etc., il n'y a jamais d'objets de luxe vendus en lien avec l'exposition. Lors de l'exposition Dior, pas de sac, pas de foulard, rien du tout, absolument rien. Et là, je pense que la question soulève le bon problème, enfin la vraie ligne de crête, c'est-à-dire la répartition des rôles, chacun son métier. Et je pense alors là pour le coup que Christian Dior, dans le cas de Christian Dior, n'a absolument pas besoin de musée d'art décoratif pour vendre des sacs à main. Il le fait très bien dans ses boutiques. Donc très clairement, c'était même pas une demande de leur part. Vous voyez, c'est même pas à un moment donné, on dit non, c'est que c'est même pas le sujet. On voulait même à un moment donné faire un peu de papeterie et ça a été à la demande de la boutique qui voulait vendre aussi quelques produits dérivés. Et même le fait de faire quelques carnets, etc., ou des cartes postales, a été un peu la croix et la bannière parce que justement, beaucoup de ces marques, c'est l'autre aspect, contrôlent à la fois beaucoup le discours qu'on tient sur elles et leur propre discours, mais contrôlent aussi beaucoup la manière dont on communique et dont elle justement, elle se projette dans cet espace-là. Donc pour le coup, évidemment, c'est totalement proscrit.
Très bien, merci beaucoup, pour votre réponse et pour, toutes ces précisions.